Écoute, c'est une édition un peu particulière parce elle s'est d'abord déroulée dans un contexte bien différent des autres, hein, contexte que l'on connaît tous, contexte sanitaire. Donc, c'était pas une course qui était évidente à mettre en place. Elle a eu l'avantage d'être conservée et par pas mal d'échanges, et ça, c'est une bonne chose puisque ça a permis à plein de gens de la suivre. Et puis en même temps, pour la préparation des skippers, ça a été aussi un petit peu particulier parce qu'il y a des courses des courses de qualification qui n'ont pas pu se faire. Il a fallu en adapter d'autres. Une mise en place pas simple, mais toutefois plutôt une belle réussite à mon regard, même si elle n'est pas encore tout à fait terminée puisqu'il y a encore deux concurrents sur l'eau, voire quatre, puisqu'il y a quand même des gens qui bouclent malgré tout, même s'ils sont hors course. La direction de course est toujours au Sable d'Olonne et on fait toujours notre 24-24 jusqu'au dernier. Ça reste encore ouvert et le bilan qu'on peut tirer, c'est déjà une grande surprise d'avoir 80% des concurrents à l'arrivée, ce qui est relativement rare, qu'on n'a jamais égalé dans l'édition passée. Généralement, on arrive à 50% de gens qui arrivent à terminer. Donc là, on voit bien qu'on a fait un cran supplémentaire. C'est dû à plein de choses. C'est dû forcément à la qualité des marins, certes, mais aussi à la qualité du travail apporté sur les bateaux. On a des bateaux qui sont de mieux en mieux préparés, des équipes de plus en plus fortes, et puis forcément aussi des marins de plus en plus compétents, en tout cas préparés mentalement et physiquement. Donc ça aussi, ça joue beaucoup. Donc c'est plutôt un bon bilan, je crois. Donc ça, c'est le côté sportif, hein. C'est vrai que c'est une course toujours très engagée. Ça n'a pas été une course facile. On a bien vu que on n'a pas pu battre les temps de record de cette course, même si on a des bateaux de plus en plus rapides. Ça reste quand même la nature qui décide des choses et ça fait partie complètement de l'ADN du Vendée Globe, c'est que on ne sait jamais trop où on va et il y a beaucoup d'incertitudes. Donc c'est ça aussi qui fait la qualité de cette course, c'est qu'elle est très engagée et que rien ne peut être écrit à l'avance. Un suivi de course fort, en tant que regard, une confidence forte avec les équipes, parfois plus qu'avec les skippers parce qu'ils n'ont pas toujours le temps de converser. Par contre, on a un regard très particulier avec la direction de course et que leurs équipes à terre. Ça, c'est pour nous très important. Cette confidence, ça permet aussi de connaître tout ce qui se passe sur l'eau, physiquement, mentalement, qu'il n'y ait pas de cachotterie, parce que pour nous, ça touche à la sécurité toujours. Donc quelqu'un qui se dégraderait physiquement, mentalement, ou son bateau se dégraderait, c'est important d'être dans la confidence. Donc c'est toujours ce qu'on essaye, nous, de maintenir entre une direction de course et les équipes à terre. Et puis cette confiance aussi des marins, de savoir qu'il y a une équipe sportive, du moins au sein de la direction de course, qui les suit attentivement et sur laquelle ils peuvent se reposer en cas de coup dur. C'est vrai que c'est un engagement à terre comme en mer qui est assez puissant. C'est vrai que ça reste un sport mécanique, hein. La voile, c'est très mécanique. Il y a beaucoup de choses autour d'un bateau à voile. Comme dans l'automobile, comme les sports automobiles, ça a apporté beaucoup de choses à l'automobile. La voile, forcément, qui est un sport très complet avec beaucoup de choses mécaniques autour de ce sport, apporte aussi beaucoup d'innovations technologiques, hein. On le voit d'une édition à l'autre. La problématique du Vendée Globe, c'est forcément l'énergie embarquée, la façon de pouvoir conserver ses énergies, d'être toujours batterie chargée, toujours d'être d'être appuyé d'un pilote automatique puissant et fiable. On sent bien que le Vendée Globe, si on n'avait pas cette possibilité d'innovation technique, on aurait énormément d'abandon. Je crois que si on a 80% de bateaux en mesure d'arriver sur cette épreuve, ça veut dire aussi que technologiquement, on a fait un sacré bond depuis les premières éditions. Et même entre 2016 que j'ai connu et 2020, je pense que technologiquement, on a fait encore un bond sur l'efficacité et sur la véritable fiabilité technique de beaucoup de choses. Je parle des pilotes, je parle de l'énergie embarquée pour garder un parc batterie conséquent. Ça peut être de l'éolien, ça peut être de l'hydro,
puisqu'on a des hydrogénérateurs, ça peut aussi être du panneau solaire, donc des énergies douces. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur ces bateaux-là, on embarque finalement très peu de gasoil. Hein. On est parfois à 100, entre 120 et 150 litres de gasoil pour faire un tour du monde, ce qui n'est pas beaucoup en énergie. Pourquoi? Parce qu'on arrive justement à trouver des énergies intermédiaires qui sont très fiables aujourd'hui, particulièrement l'hydro d'ailleurs, qui marche bien. Les bateaux vont de plus en plus vite, donc elle s'est adaptée aussi. Donc on recharge de mieux en mieux ces parcs de batteries. Et donc ça, c'est un gros plus technologique sur ces bateaux-là. Et tant mieux, et ça profite d'autant plus, comme c'est souvent innovant, précurseur, ça va profiter forcément à la plaisance en général, voire au-delà de la plaisance, hein, parce que ça peut aussi être des techniques qui peuvent être apportées sur des bateaux de pêche, sur autre chose, sur plein de bateaux. Et ça, c'est le côté technique pur, mais on a aussi des gros bonds en avant en météo aussi, qui est pour nous un argument de sécurité important. C'est vrai que la météo que l'on peut commencer à avoir maintenant sur ces courses-là, elle est quand même relativement de mieux en mieux adaptée. Il y a sûrement des grands progrès à faire encore, mais on arrive, nous, à suivre à terre avec des prévisions relativement fiables. Parfois, on sous-estime certains systèmes, certains endroits géographiques parce qu'on n'a pas beaucoup de données, mais en moyenne, on a fait un bond énorme en météo, et ce qui fait aussi que ça facilite aussi les coureurs de se lancer dans ces aventures-là. Sinon, la technologie sur ces bateaux-là n'est pas uniquement liée à l'énergie, mais aussi dans les matériaux. Hein. On voit bien que les matériaux sont de plus en plus élaborés. C'est surtout la façon de les utiliser qui a beaucoup évolué dans la construction. Un bateau, il y a 40 ans, était un bateau presque 2 fois plus lourd. Aujourd'hui, on arrive à faire des bateaux très compétitifs parce qu'on a des mises en place techniques qui sont beaucoup plus élaborées. On sait exactement ce que l'on peut faire. Donc, il y a un très, très grand pas qui a été fait depuis une trentaine d'années à ce niveau-là. Après, le choix des matériaux, c'est vrai qu'il y a des classes qui autorisent des matériaux très, très compétitifs qui sont le carbone. Hein, c'est le cas de l'IMOCA. Dans d'autres classes, ce sont des matériaux composites plus simples, mais qui aussi ont eu une utilisation très, très élaborée, qui fait qu'on fait des bateaux très légers et qui sont souvent aussi des bateaux, du coup, devenus très sécurisants. Parce que souvent, la légèreté fait aussi une façon d'esquiver. Hein. C'est le symbole de la balle de ping-pong sur l'eau qui finalement échappe et va très vite et puis peut se positionner rapidement dans des systèmes beaucoup plus cléments si c'est nécessaire. Donc tout ça, ça va dans le bon sens. Côté voilure, pareil, hein, les voiles ont évolué, les tissus ont évolué d'une façon fulgurante. Hein. Aujourd'hui, on a beaucoup de fiabilité sur les tissus, ce qui fait que le premier Vendée Globe était autorisé d'embarquer des grands voiles supplémentaires de rechange. Les bateaux étaient très alourdis parce qu'ils mettaient énormément de pièces à bord, soit mécaniques, ça pouvait être des axes en inox. On voit que sur tous les points mécaniques du bateau, que ce soit mécanique pure, voilerie, coque, composite, en fait, on arrive aujourd'hui à avoir des solutions fiables à long terme. Donc ça, c'est un gros pas en avant. Et les salinisateurs aussi qui ont beaucoup évolué. Hein. On ne transporte pas notre eau douce, on la fabrique par des désalinisateurs. Donc ça aussi, c'est une source très, très intéressante dans un Vendée Globe de pouvoir tourner autour du monde sans être obligé de prendre des litres et des litres d'eau. On les désalinise et on fait quelques petits apports de sels minéraux en plus pour justement pallier à certains manques, mais tout ça, ça se passe bien. Dans la nutrition aussi, on a fait un gros pas en avant. Hein. C'est sûr que aujourd'hui, un navigateur sur un tour du monde, c'est exactement ce qu'il a besoin comme calories. Donc, c'est souvent même étudié par des nutritionnistes qui sont de plus en plus performants. Donc, on sent que la préparation, elle est très élargie et elle profite forcément aujourd'hui à des retombées qui vont forcément vers le plaisancier, on va dire lambda, mais dans beaucoup de cas, même au milieu sportif, même à la nutrition de tous les jours, on sent qu'on connaît ces domaines avec beaucoup plus de perfection. Sur la sécurité aussi, on en a parlé beaucoup puisqu'on a bien vu qu'on a eu un problème assez majeur par le naufrage de Kevin Escoffier. Donc on se rend bien compte aussi que
tout ce côté localisation, balise extérieure, de localisation, que ce soit à travers les obligations des classes ou des RSO, comme on dit dans notre domaine, on a beaucoup progressé. On arrive aujourd'hui à mener des recherches plus facilement grâce à la localisation. Ça a été le cas, même si ça n'a pas été simple pour Kevin cette fois-ci, mais on sent que la communication entre la terre et la mer se fait de mieux en mieux. Sur cette course-là, on a pu, entre autres, utiliser ce que nous, à terre, on connaît bien, c'est ce fameux WhatsApp. En fait, aujourd'hui, en mer, le WhatsApp entre la terre et la mer, c'est un bienfait parce qu'on a des réponses instantanées. En cas de sécurité comme nous pour la recherche, ça a été très important de répartir les quatre concurrents qui ont été déroutés pour rechercher Kevin. Ça a été un gros plus parce qu'on a de l'instantané, on a de la réponse avec beaucoup de spontanéité. Donc, ça a été un gros gain à ce niveau-là et je pense que ça va ne faire que s'amplifier pour la sécurité en général, que ce soit la sécurité des plaisanciers et autres. Il y a des moyens beaucoup plus performants aujourd'hui qui vont dans le bon sens. On voit bien qu'il y a encore des domaines qui ont besoin de grandes améliorations, hein. On affine petit à petit, on expertise aussi. Ces bateaux, comme tu disais tout à l'heure, sont de vrais laboratoires de recherche finalement au service de la plaisance demain. Et c'est vrai que sur un IMOCA, on a tout ce condensé de choses qui fait que souvent on est même dans des essais. Je pense surtout à un domaine, comme on va de plus en plus vite, on surprend la nature forcément, hein, ce qu'on appelle nous les ovnis, pour ne pas dire que ce sont des mammifères. Effectivement, il va falloir très rapidement se pencher sur ce problème-là, de ne pas rentrer en collision. Donc, les bateaux marchands rentrent en collision fréquemment et ça ne se sait plus ou moins. Notre course qui est exposée médiatiquement, dès qu'on en parle, ça fait les remous des internautes, mais c'est pas parce qu'on touche qu'on cherche pas à éviter. Au contraire, on met en place aujourd'hui des caméras. Il y a des différents matériels qui ont été essayés, qui sont pas encore complètement aboutis. On est dans l'expertise, on est dans l'innovation. Ce qui a été essayé sur ce Vendée Globe, il y en avait 8 qui avaient un fameux matériel qu'on appelait Oscar, qui était une caméra en tête de mât qui a donné des résultats, mais sans doute pas suffisants. Donc, il faut encore aller au-delà. On parle aussi d'émissions de bruit dans l'eau, soit pour faire partir les mammifères, mais ce qui n'est pas évident du tout, parce que les scientifiques, justement, c'est là où c'est intéressant. Faut échanger avec les organisateurs de courses, savoir comment réagit un mammifère. Est-ce que le fait d'envoyer un écho dans l'eau, ça les fait se rapprocher par curiosité ou ça les fait fuir? Ça, on le sait pas. Donc, il y a des gens qui travaillent là-dessus scientifiquement. Donc, il faut se rapprocher de tous ces gens-là et puis d'essayer effectivement de mettre en place encore des systèmes innovants qui vont nous permettre d'avancer et d'éviter ce genre d'accident qui fait beaucoup de mal dans les deux sens parce qu'une baleine est hémophile, donc en général elle meurt. Et puis un bateau aux vitesses où ils vont aujourd'hui, que ce soit à voile ou autre, malheureusement quand ça touche, ça fait des dégâts collatéraux importants. Donc il y a encore plein de sources d'innovation à bien mener et on évolue d'édition en édition. Je trouve qu'on prend un cran supplémentaire et ça c'est très important.